Vous êtes supporter de Ferrari et vous en avez marre de voir McLaren et Red Bull sans cesse devant vous en ce moment? Vous êtes supporter de Williams, Haas ou Sauber, et vous n'en pouvez plus qu'on ne parle jamais de votre équipe? Cette vidéo est faite pour vous. Car oui, au-delà des batailles entre Lando Norris et Max Verstappen, au-delà de la belle victoire décrochée par George Russell ce week-end en Autriche, il existe une autre Formule 1. Une Formule 1 dont on ne parle que très peu, et qui pourtant est pleine de surprises et de données super intéressantes à analyser. Alors j'ai déjà réalisé une vidéo de ce style l'an dernier, et vous aviez plutôt apprécié le concept. Et vu qu'on arrive à la mi-saison ce week-end à Silverstone, je me suis dit que c'était le bon moment de remettre le couvert et de vous proposer cette vidéo. Le concept est simple. Nous allons faire une sorte de bilan des écuries classées de la 6ème place à la 10ème. On va évoquer chacune d'entre elles, avec bien sûr un regard particulier sur la performance de chaque pilote. On va donc commencer par l'écurie dont on a le moins parlé sur la chaîne cette saison, Sauber. Il faut dire que cette équipe est en cruel manque de visibilité, et pour plusieurs raisons. Déjà, ça n'a jamais été une écurie qui attire l'œil des médias, ou en tout cas pas autant que Red Bull ou Ferrari. Mais leur nouvelle identité n'a pas l'air d'avoir eu un impact éclatant. En termes d'image, ils souffrent un petit peu de la transition avec Audi. Le 8 mars dernier, ils ont officiellement acquis Sauber à 100%. Mais pour des raisons légales, et certainement des facteurs sportifs et marketing, ils ne devraient s'appeler Audi qu'à partir de 2026. Sportivement parlant, ça ne va pas très bien. Leur meilleur résultat, c'est une 11e place à Bahreïn. Et leur highlight de la saison, c'est le Grand Prix de Chine, où Bottas a réussi à hisser ce tracteur en Q3. C'est un bilan bien maigre, et ça s'explique par de nombreux dysfonctionnements. Niveau pit stop, c'est catastrophique, les stratégies sont très moyennes, les évolutions apportées sont trop faibles par rapport au reste de la grille. La voiture est nulle dans tous les domaines, en ligne droite, en virage lent, en virage rapide. En somme, si vous cherchez le pire package de la grille, vous l'avez devant vous. Alors beaucoup accusent Sauber de sacrifier cette saison, avec l'objectif de préparer l'arrivée d'Audi. Les dirigeants de l'équipe réfutent catégoriquement, mais ce serait logique qu'ils investissent plus de ressources dans les nouvelles réglementations. Audi souhaite atteindre le midfield dès leur première saison, et pour atteindre cet objectif, ils doivent faire des concessions. Sauber devrait donc continuer à galérer, ce qui n'est certainement pas au goût de leurs pilotes. Entre Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, une dynamique très claire se dégage. Bottas est largement au-dessus. En qualification, on est sur du 11-0, donc c'est le même bilan que Verstappen-Perez ou Albon-Sargent. Il a rapporté 85% des points de l'équipe depuis 2022. Pour lui, l'essentiel sera de s'assurer une place quelque part la saison prochaine. Il n'est pas la priorité chez Sauber, comme vous le savez, et son futur va dépendre de Carlos Sainz. En fait, il a 3 options. Williams s'ils ne prennent pas Sainz, Alpine s'ils ne prennent pas Sainz, et peut-être Sauber si encore une fois, ils ne prennent pas Sainz. Je pense qu'il bénéficie toujours d'une bonne réputation sur la grille, et en fonction des mouvements de marché, il devrait être capable de rebondir quelque part. Ça ne devrait pas être le cas de Guanyu Zhou, qui ne sera pas conservé par Sauber, et qui n'est pas une option prioritaire sur la grille. Il tente de se rapprocher d'Alpine, de Haas aussi, grâce à des soutiens financiers importants, mais quand on voit les pilotes disponibles sur le marché, ça ne devrait pas faire le poids. Malheureusement pour lui, ces 3 années en F1 ne lui ont pas permis de montrer ce qu'il valait vraiment jusqu'à présent. La faute à une voiture peu compétitive, mais aussi certainement à un niveau un peu moins bon que celui de ses pairs. Albon par exemple a une voiture très moyenne, et pourtant il est estimé par la plupart des observateurs. Zhou a lui-même admis qu'il cherche un poste de pilote de réserve désormais, avec l'espoir de revenir en Formule 1 un jour. Pour le remplacer, dans le cas où l'option Sainz n'aboutit pas, ce n'est pas impossible qu'il privilégie un jeune pilote. Vu que leur monoplace n'est vraiment pas attirante pour un pilote d'expérience, pourquoi pas former quelqu'un du coup? Et s'ils choisissent cette voie, ça se jouera certainement entre Liam Lawson, que Red Bull pourrait placer là-bas s'il prolonge Ricciardo, ou alors Théo Pourchaire, qui est pilote de leur académie, champion de F2 en titre. Alors lui vient de perdre son siège en IndyCar ultra injustement, alors qu'il faisait vraiment du bon boulot. Et j'ai rarement vu une gestion de pilote aussi exécrable. Franchement, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet si vous souhaitez en savoir plus, et en tout cas on espère pour lui qu'il réussira à rebondir quelque part rapidement. J'évoquais Alex Albon tout à l'heure, et c'est donc la transition toute trouvée pour vous parler de Williams. Et ce n'est pas beaucoup plus folichon que Sauber. 2 points en 11 grands prix. C'est en dessous de leur bilan de l'an dernier, mais on pouvait s'y attendre. Premièrement, Williams a des problèmes structurels et des équipements obsolètes. Développer des évolutions avec ses machines, eh bien ce n'est pas facile. Et ça explique en partie son déficit par rapport au reste de la grille. Deuxièmement, la voiture est toujours en surpoids, ce qui coûte à l'équipe environ une demi-seconde par tour, selon James Holz. Troisièmement, Williams est une écurie en transition. James Vowles a pris le contrôle l'an dernier, et ce qu'il souhaite mettre en place prend énormément de temps, entre 5 et 10 ans pour être au niveau des écuries de milieu de tableau. Récemment, ils ont recruté pas moins de 26 nouveaux ingénieurs, c'est énorme, et procéder à tous ces changements nécessite beaucoup de temps et d'argent. Williams devrait donc flirter avec le fond du classement pour encore 1 an et demi, à minima. Et ça c'est quelque chose qu'Alex Albon a accepté, à la condition bien sûr que ça signifie une hausse de performance en 2026. Lui, c'est la clé du projet. Il est solide, il a rapporté les seuls points de l'équipe cette saison, et c'est un joli coup de la part de sa direction d'avoir réussi à le conserver. En revanche, le deuxième paquet est toujours assez incertain aujourd'hui. Logan Sargent va s'en aller, parce qu'il n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés par son patron. Il a raté son rendez-vous avec la F1. Et c'est dommage parce qu'il a montré de belles choses tout au long de sa carrière. Mais il y a de meilleurs pilotes que lui disponibles sur le marché. Est-ce qu'ils réussiront à convaincre Carlos Sainz de les rejoindre?
Le cas contraire, feront-ils le choix de Bottas ou d'Ocon? Ou alors est-ce qu'ils prendront à nouveau le risque de prendre un pilote de leur académie? Le mieux placé aujourd'hui, c'est Franco Colapinto, qui est 5ème du championnat de F2 et qui monte vraiment en puissance. D'ailleurs, il va rouler en FP1 avec eux ce week-end à Silverstone, et je vous conseille de garder un œil sur lui. La tendance est plutôt pour un pilote d'expérience tout de même. On en saura plus ces prochaines semaines. Sainz lui est également une option pour Alpine, qui fait tout son possible pour le recruter. Pour ce faire, ils peuvent compter sur une vraie hausse de leur niveau de performance ces dernières courses. Après avoir été la pire écurie de la grille, Alpine est aujourd'hui capable de jouer le top 10 et de se qualifier en Q3 régulièrement. Bon, c'est l'écurie que j'ai le plus analysée sur la chaîne depuis le début de l'année, donc on ne va pas s'éterniser dessus. Mais leur bonne performance récente s'explique par une certaine perte de poids, des évolutions qui fonctionnent, un duo de pilotes somme toute solide malgré les frictions, et une réorganisation progressive qui commence à porter ses fruits. L'enjeu pour eux n'est désormais plus d'être compétitif cette saison, mais de réussir la transition vers les nouveaux règlements de 2026. C'est pour cette raison que Briatore est là, et bien sûr, également pour négocier un nouveau deal moteur. On comprend donc que la priorité est 2026, et qu'on ne peut pas espérer grand chose de mieux que le milieu de tableau pour eux. Pierre Gasly sera de la partie, puisqu'il s'est engagé sur le long terme avec eux. Et à présent, on attend de voir qui va l'accompagner. Entre Jack Doohan, Carlos Sainz ou encore Mick Schumacher, tout est possible. Et je vous invite à me dire en commentaire qui prendra ce bac selon vous. Et ça me paraît encore plus difficile à prédire que la loterie. D'ailleurs, si la F1 était une loterie, je n'aurais jamais parié sur Haas 7ème du classement à la mi-saison. J'ai retrouvé mes notes de début d'année, et je vous disais qu'il terminerait certainement bon dernier de la grille. Et ça, les amis, c'était le discours d'Ayao Komatsu, leur team principal. Lui-même n'avait que peu d'espoir pour cette saison. Et bien pour le moment, c'est clairement une belle surprise. Leur monoplace fonctionne bien, et ils obtiennent de temps en temps des résultats vraiment positifs, comme celui en Autriche, où ils font P6 et P8. Alors Ayao Komatsu a réussi quelque chose de très beau, faire de Haas un environnement attirant pour les pilotes. C'est une petite équipe, il y a un côté familial, et ça peut être un excellent tremplin pour faire un petit bout de chemin en F1. Hülkenberg a totalement relancé sa carrière en signant là-bas. On comprend donc pourquoi Esteban Ocon et Pierre Gasly ont eu des discussions avec eux. Le départ d'Hülkenberg vers Audi sera une vraie perte pour Haas, puisqu'il rapporte la plupart des points depuis 1 an et demi. Et aujourd'hui, il s'agit de lui trouver un remplaçant qui soit au même niveau que lui, au moins. A priori, Esteban Ocon tient la corde, et je trouve que c'est un excellent choix pour les deux parties. Il est très régulier, expérimenté, et de son côté, je pense que ça va lui faire du bien d'aller dans un autre environnement chrono. Alors on peut parfois lui reprocher ses accrochages avec ses coéquipiers, mais je pense justement que Haas est un bon point d'atterrissage pour progresser à ce niveau. Alors le deal n'est pas encore conclu. Ocon serait toujours en discussion avec Williams notamment, donc ce n'est pas 100% garanti. Magnussen a réalisé une bonne course sur le dernier Grand Prix en Autriche, mais comme Joe et Sargent, il devrait être l'un des perdants d'un marché des transferts assez fou. Son patron a laissé la porte entrouverte, mais on sent qu'il est vraiment le plan B ou C. Il lui reste encore quelques courses pour montrer qu'il mérite bel et bien ce siège, mais ça sent mauvais pour lui. Quoi qu'il arrive, ils auront besoin d'un pilote d'expérience pour accompagner Oli Berman, qui va prendre le 2e siège, sans aucun doute. Ayao Komatsu l'a dit, ce qu'il fait en essai libre est plus important que ses résultats en F2, où il connaît un exercice très compliqué depuis le début de l'année. Vu la mauvaise saison que fait Prema, je ne vois même pas pourquoi il est encore là-bas, puisqu'il est sûr à 100% d'aller en F1 l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, on attend une officialisation dès ce week-end à Silverstone. Et ça me semble quand même mérité pour ce pilote qui est l'un des plus talentueux de sa génération, comme il l'a prouvé lors de son remplacement express de Carlos Sainz en début d'année. En attendant, Haas occupe la 7ème place au classement aujourd'hui, ce qui est assez miraculeux, mais il demeure à 11 unités des Racing Bulls. La petite sœur de Red Bull connaît pour l'instant une saison à 2 visages. D'un côté, ils ont été très solides, notamment grâce à Yuki Tsunoda, mais de l'autre, ils ont parfois eu une petite baisse de forme, en dessous du top 10. Je trouve que leur 6ème place est vraiment représentative de leur niveau, tout juste suffisant pour atteindre le top 10, et de temps en temps un peu en dessous. Et honnêtement, je n'attendais pas grand chose de plus. C'est une équipe qui a entamé un sacré processus de reconstruction, avec notamment l'objectif de centraliser la quasi-intégralité de leur activité en Angleterre, plutôt que dans leur siège historique de Faenza, en Italie. Une évolution jugée nécessaire par la tête dirigeante de Red Bull, qui pense que pour obtenir de meilleurs résultats, il faut absolument abandonner ce développement basé dans 2 pays. Transition peut-être, mais pas question pour autant d'abandonner leurs ambitions. Leur nouveau sponsor leur apporte beaucoup d'argent, et en retour, ils veulent un maximum de visibilité, bien entendu. Qui dit visibilité dit bon résultat. Et pour le moment, je trouve que ça tient plutôt bien la route. On sent qu'il y a encore un petit peu de potentiel à débloquer dans cette monoplace, et eux espèrent aller chercher Aston Martin, qui n'est pas très en forme en ce moment. Pour ce faire, ils pourront compter sur un Yuki Tsunoda qui réalise la meilleure saison de sa carrière, mais qui peine un petit peu à obtenir de bons résultats ces derniers temps. Au Canada, il fait une erreur tout seul, et ça lui ruine ses chances d'inscrire des points. Et en Autriche, c'était très certainement le pire week-end de l'année pour lui. Il fait absolument n'importe quoi, et il a aussi prononcé des insultes très violentes à la radio. Bref, il n'y a rien à en retenir. Attention, Tsunoda a été très bon cette saison, il mérite sa prolongation, mais il doit encore montrer qu'il est capable d'évoluer à ce niveau sur une saison complète. Les hauts et les bas ça arrive, mais certains sur la grille parviennent à être extrêmement réguliers du premier Grand Prix jusqu'au dernier. C'est ce que doit viser Yuki Tsunoda pour passer un cap.
Et à ce moment-là, il deviendra une véritable référence de la grille. Quant à Daniel Ricciardo, eh bien ça va un petit peu mieux depuis quelques grands prix. Il fait une super course sur le Red Bull Ring, où il décroche 2 points. Et au Canada, même chose, je l'ai trouvé vraiment cohérent. Ce Ricciardo-là a tout à fait sa place en Formule 1, mais celui des autres courses un petit peu moins. Son avenir en F1 va dépendre de la stratégie de Red Bull. Souhaite-t-il promouvoir un jeune pilote comme Lawson Wedgard dans son baquet? Ou alors croit-il encore en lui, pour emmener l'écurie un peu plus haut? On a vu passer des déclarations d'Helmut Marko à ce sujet, qui évoquaient une arrivée de Liam Lawson rapidement. Je continue de penser que Ricciardo peut sauver son siège, mais qu'il doit simplement prouver qu'il apportera plus qu'un jeune pilote. Ces 2 prochains Grands Prix avant la pause estivale seront décisifs pour lui, et on aura un œil attentif sur ses performances. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, et je vous attends nombreux en commentaire pour me donner votre avis sur l'écurie de votre choix. Moi Julien, tout ça très attentivement. Avant de se quitter, vous connaissez, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de visibilité. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.